Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons vous présenter nos prétendants pour le titre NBA. On va évidemment parler de la dernière pub de LeBron James. Pour parler de tout ça, c'est Charles que j'accueille immédiatement. Bonjour Charlie. Salut Josh, salut à tous. Charlie, il est temps de dire à nos auditeurs d'envoyer plus de questions pour le mailbag. On a eu quelques questions reçues par mail. Je rappelle le mail, nbacornerpod@gmail.com. Voilà, c'est le mailbag, c'est l'émission de la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à envoyer vos questions, tous les sujets que vous voulez nous entendre, dont vous souhaitez nous entendre parler. Plutôt Voilà. lié au basket si possible quand même. Oui, voilà, oui. Pas la vie personnelle de Charlie, par exemple. Ou la mienne. Hein, qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire ce qu'on fait de notre temps libre? Rien. On s'en fiche totalement. Mais oui, concernant la saison NBA à venir, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos questions le plus rapidement possible, histoire qu'on ait le temps de les découvrir, idéalement dans le week-end. Comme ça, nous, début de semaine prochaine, on commence sérieusement à taffer sur tout ça. Et comme ça, on se fait notre petit mailbag avant le début de la saison, parce que Charlie, c'est la saison qui commence bientôt, là. Ah ouais, il est temps là, il est temps. Mm-hmm. J'ai hâte. D'où ce numéro sur les prétendants, puisque comme chaque année, voilà, on a le Media Day, on a toutes ces équipes qui commencent l'année, la fleur au fusil, en se disant tiens, c'est parti, let's go, on est prêt à aller au bout, cette saison, c'est pour nous. Et ben non, il n'y a que très très peu d'équipes qui sont armées pour voyager jusqu'en juin. Et encore, il faut que ça coche beaucoup de cases, il faut qu'il y ait énormément de choses qui se passent bien. Donc voilà. Donc on va essayer de parler de ça. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec nous. D'ailleurs, ça peut être une de vos réactions par mail, c'est de dire je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites sur tel point, tel point, tel point. Et on pourra en discuter tous ensemble la semaine prochaine. Charlie, on va commencer toutefois ce podcast par LeBron James. Ouais. Voilà. Si tu veux bien, je vais expliquer un petit peu le contexte et après on en discute toi et moi. Tu veux bien ? Bien sûr, vas-y. C'est parti. Donc, c'était lundi dernier. LeBron James nous a balancé sur les réseaux sociaux une annonce, la décision de toutes les décisions, avec un teasing qui reprenait les codes de sa funeste conférence de presse baptisée The Decision en 2010, on s'en souvient tous, hein, où il avait annoncé son départ pour le Heat de Miami. Pour ceux qui écoutent le podcast, vous savez ce que je pense de cette annonce, de ce moment précis dans l'histoire de la NBA et concernant la carrière de LeBron James. Ça a été un vrai tournant. Hein. Plusieurs comptes NBA ont commencé à anticiper une potentielle annonce de sa retraite. Plusieurs fans, parmi lesquels ceux qui n'ont eu de cesse de supporter LeBron James contre vents et marées, même après cette décision de rejoindre le Heat, qui a été suivie par une défaite piteuse en finale NBA face aux Mavericks en juin 2011, ces fans-là ont exprimé leur crainte de voir leur idole quitter les parquets, normal. J'aurais réagi exactement de la même façon si j'étais absolument mordu d'un joueur. Moins de 24 heures plus tard, on a découvert une pub un brin malaisante pour une célèbre marque de cognac. En juin dernier, LeBron s'était déjà amusé autour des spéculations autour de sa retraite pour faire la pub d'Amazon. En septembre, il nous a sorti la pub Forever King chez Nike pour sa dernière paire de chaussures. Mais là, c'est quand même différent. Bravo à tous les gens brillants qui clament aujourd'hui avoir deviné à coup sûr qu'il s'agissait là d'une opération de sponsoring. Mais on ne peut pas nier que détourner un événement aussi marquant de sa carrière, The Decision donc, pour faire monter la pression autour de l'annonce de sa retraite que tout le monde attend, et il le sait, tout le monde sait qu'à un moment ou à un autre ça va arriver cette annonce, pour au final nous sortir cette publicité bas de gamme, il y a quand même une forme de foutage de gueule XXL qui est difficile à ignorer. Tant mieux si certains ont trouvé ça drôle, ou comme JJ Redick trouve idiot d'avoir cru un seul instant qu'une telle annonce se ferait de cette manière. Le coût marketing pour cette marque de cognac est colossal, et j'espère vraiment que LeBron James a encaissé un chèque indécent pour cette opération, parce que ce niveau de trolling auprès de ses propres fans, cette volonté de tromper son monde pour un truc pareil, ne fait que mettre une nouvelle fois en avant l'étrangeté de ses décisions en ce qui concerne son image et sa communication. Personne n'est mort, personne n'a été blessé, certains trouvent ça drôle, très bien. Personnellement, je trouve ça naze de se sucrer sur le dos de ses propres fans pour aller empocher son petit billet.
son colossal billet même. LeBron James a probablement trouvé très amusant cette mise en scène pleine d'autodérision de son point de vue, je pense. Mais parfois, il faut garder à l'esprit que tout ne peut pas être un jeu, tout ne peut pas être une blague, et que par respect pour ses propres fans qui redoutent son départ, il aurait pu faire un choix moins déceptif. LeBron James est un peu comme ce jeune berger dans la fable d'Ésope, l'enfant et le loup, qui, à force de jouer avec l'annonce de sa retraite, va finir par lasser jusque dans les rangs de ses supporters de la première heure, jusqu'au moment, qui sait, où son départ pourrait être perçu comme une nouvelle pas si mauvaise que ça finalement. LeBron James va manquer le début de saison avec une sciatique. Il sera réévalué dans 2 ou 3, 4 semaines. Charlie, comment tu as perçu ce moment particulier de la semaine avec LeBron James? Bah, déjà, dans ton intro, tu dis que ça va finir par lasser. Moi, j'ai l'impression que ça y est, en fait, c'est plus la peine de parler au futur. Là, je pense que beaucoup de gens sont lassés. Et je pense que là, Il y a c'était énormément de gens. effectivement... Ah ouais, là, c'était... Alors, j'ai C'est aussi incroyable vu... d'ailleurs le bad buzz absolu de ce truc. Quoi. Et c'est ça. C'est colossal. C'est ça, c'est que moi j'ai vu des gens valider l'opération en disant tout le monde en a parlé, c'est donc un coup de com' réussi. Tu sais, c'est la fameuse phrase qu'on parle de moi en bien ou en mal, peu importe, tout ce qui compte c'est qu'on parle de moi. Donc ok, D'un pour point, la marque, d'un point de vue publicitaire et pour oui, la marque, et oui, c'est c'est une ça. victoire. Pour la marque, c'est un coup de com' réussi. Par contre, pour lui, qui est tellement attaché à son image, à sa legacy, comme ils disent aux États-Unis, je pense que c'est un raté complet. En plus, la référence à The Decision, je la comprends absolument pas, parce que lui-même a reconnu plusieurs fois depuis cette époque-là que cette émission était une erreur, que ça avait énervé les gens. Bah, très bien joué, t'as fait une référence à ce truc-là, et encore une fois, t'as gamé tout le monde. On peut aussi parler des gens, bon alors ça c'est un peu de leur faute, parce qu'ils ont voulu spéculer sur le contenu de l'annonce, mais il y a quand même beaucoup de gens qui, en pensant que c'était l'annonce de la retraite, ont dépensé parfois beaucoup d'argent pour acheter des billets pour un match des Lakers, en se disant que c'était leur dernière occasion de voir jouer LeBron. Raté. Bon voilà, moi je trouve que pour le joueur c'est un loupé complet, c'est la première fois effectivement que j'ai l'impression qu'il y a une telle je vais presque dire une unanimité, parce qu'effectivement, il y a toujours un peu des voix discordantes sur le « Ah bah nous, on l'avait vu venir »,« Ah bah vous avez été naïf de croire qu'il annoncerait ça en plein après-midi » et tout. Et avec du recul, c'est vrai, quand on connaît le personnage, jamais il aurait annoncé ça un jour de semaine, en plein après-midi. C'est vraiment pas l'heure la plus spectaculaire pour une annonce de retraite, mais enfin, quand même, c'est une énorme connerie, je trouve. Voilà, après, moi, je vais pas te mentir, hein, sur le fait qu'il n'ait pas annoncé sa retraite à proprement parler. Moi, je l'ai toujours dit, en tant que fan des Lakers, le scénario idéal pour moi, c'est certainement pas qu'il arrête en fin de saison, parce que j'ai pas envie qu'on se tape une tournée d'adieu et que ça prenne le pas sur le reste. Pour moi, l'idéal, c'est qu'il fasse une dernière vraie année ici avant de partir faire sa tournée d'adieu ailleurs. Donc oui, un peu gavé parce qu'on en a marre de ce cinéma et de sa capacité à en faire des caisses et à occuper l'espace médiatique, mais pas déçu à l'idée que cette saison des Lakers ne tourne pas autour de la fin de carrière de LeBron. Par contre, en fait, je me demande s'il a conscience du fait que là, vraiment, le vent a un peu tourné. Mais en fait, c'est marrant parce que on a toujours dit sur LeBron que sa fin de carrière, elle était remarquable parce que honnêtement, les chiffres qu'il produit à son âge, c'est délirant. Mais est-ce que là, il est pas un peu en train de tout gâcher quand même, tu vois, dans son comportement, dans cette manière de, de toujours essayer de tirer la couverture à lui, dans ses opérations publicitaires en boucle, alors qu'en plus, aujourd'hui, tu l'as dit, on a appris qu'il allait peut-être rater le début de la saison régulière. Enfin, est-ce que vraiment, aujourd'hui, c'est encore un joueur de basket dans sa tête, LeBron? C'est un peu bizarre, c'est un peu étonnant. Maintenant, écoute, voilà, franchement, moi, en fait, dans ma tête, je suis prêt à ce que toute la saison, on ait des espèces de coups médiatiques comme ça de sa part, parce que tu l'as dit déjà il y a quelques semaines, il a perdu le pouvoir sportif, alors il va probablement tout faire pour garder le pouvoir médiatique. Mais bon, en fait, je comprends pas la pertinence de ce truc. Comment est-ce que personne n'a pu comprendre que ça allait faire chier tout le monde? Comment est-ce que, en plus, la référence à The Decision, vraiment, je comprends pas. Il a dit je ne sais pas combien de fois que c'était une connerie, et là, il remet le couvert. Enfin, bizarre, voilà, bizarre. Et vivement qu'on parle basket, parce que qu'est-ce que c'est chiant de parler du marketing de LeBron. Ouais, je suis assez étonné effectivement par le backlash qu'il a reçu de beaucoup de ses fans, de gens qui l'appréciaient a priori, qui avaient, tu sais, pas forcément des mordus de NBA, des gens qui suivent la ligue enfin, quotidiennement comme on peut le faire, mais même des fans qui suivent la ligue de façon très,
Comme ça, ils suivent le foot, le rugby et le basket de loin. Mais tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup le joueur, mais qui n'aiment pas le personnage, en fait, tu vois. Ah mais complètement, c'est là. Et c'est mon cas, tu vois, typiquement. Moi, je trouve que le joueur qu'est LeBron James, c'est incroyable. Je pense que c'est un des joueurs les plus intelligents qu'on ait vu sur un parquet dans l'histoire de la Ligue. Mais le personnage, j'ai beaucoup de mal, quoi. Sa carrière est absolument époustouflante. Ça fait quelques saisons, moi, que j'aime plus trop que ce que je vois sur le terrain. Je suis pas fan. Et pourtant, il a encore il trouve encore le moyen de nous sortir parfois des performances comme au JO qui sortent de l'ordinaire où on l'attend pas forcément. Et, et voilà. Ceci étant dit, voilà, là j'ai vu quand même beaucoup de gens qui l'appréciaient à la base, qui tout d'un coup se retrouvent face à cette annonce en se disant mais il nous prend vraiment pour des jambons quoi. Et cette espèce de déception qu'il y a eu en fait, comme si il n'avait pas respecté le moment sportif. Tu vois, autant d'un point de vue marketing et publicitaire, c'est un coup génial pour la marque en question. Autant sportivement parlant, ça le dessert totalement le LeBron James, je trouve. Et c'est assez étonnant qu'il ait fait ce choix-là. J'aurais aimé qu'il fasse preuve d'un peu de retenue. Et je comprends pas son délire de jouer à fond sur sa retraite, sur l'attente qu'il y a sur cette annonce. Et là, il joue avec ses fans, avec les gens qui suivent le basket en disant vous pensez que je vais annoncer? Eh ben non, eh ben non, eh ben non. Et au bout d'un moment, je pense que ça gave en fait. Et on en revient à ce qu'on avait dit, toi et moi, à ce qu'on dit depuis quelques temps maintenant, le concernant, à savoir, j'aimerais savoir absolument comment il est en train de parler et de négocier la fin de sa carrière avec ses conseillers, avec Rich Paul, avec Maverick Carter, avec tous ces gens-là influents qui orbitent autour de lui depuis le début de sa carrière. J'aimerais savoir comment il parle de ça. Parce que autant c'est quelqu'un qui a toujours été voilà, volontaire dans sa volonté de maîtriser le narratif, de maîtriser les histoires sur sa personne, son image, sa carrière, autant là, j'ai l'impression qu'il est vraiment en train de se prendre les pieds dans le tapis et j'aurais jamais cru ça possible. Et peut-être que je me trompe, peut-être qu'il va nous sortir quelque chose de complètement incroyable et qui sera bien fait, qui sera chiadé, où tu te diras, waouh, en fait, il a trop bien géré son truc, quoi. Mais comment tu Je- veux? C'est pas possible. mais j'en sais rien. Mais là, en fait, ce qui est drôle, c'est que quand tu écoutes beaucoup de réactions des gens, c'est que une des premières fois, moi qui me plains de LeBron James dans ce podcast, soi-disant, je suis un hater. Soi-disant. Oui, soi-disant, ouais. Euh, non, mais moi qui me plains beaucoup de sa communication et de sa façon de gérer son image et son discours, tout ça, et des trucs qui me révoltent, hein, les discours de Rich Paul et même de LeBron James, qui revisitent les faits et ce qui s'est passé dans leur histoire, ça m'énerve, ça me gave absolument, quoi. Je trouve ça absolument déplorable. Et là, tout d'un coup, j'ai l'impression de voir des gens rejoindre un peu, pas mon camp, mais bah, se gratter la tête en se disant, bah ouais, en fait, c'est un peu bizarre, quoi, ce qui est en train de se passer, quoi. Et les Lakers, très clairement, je pense que aujourd'hui, je ne vois pas comment ils donnent un nouveau contrat à LeBron James à la fin de la saison. Et je me demande s'il va pas y avoir ce bras de fer entre LeBron et les Lakers. J'ai l'impression que ça va pas bien se passer, Charlie, pour vous. Bah, tu sais Et que entre lui et la franchise cette saison, ça va pas bien se passer. Et je terminerai en disant que LeBron, là, je sais pas comment ça va se passer l'annonce. Je veux croire qu'il y a encore une possibilité, une infime probabilité qu'il annonce ça de façon totalement enfin, ce truc qu'on ne conçoit pas, toi et moi, c'est-à-dire de façon discrète, en disant je m'en vais. Un truc où nous prend complètement à contre-pied. Ça, je me dis que c'est totalement possible aujourd'hui, vu comment il peut être bizarre dans sa façon de gérer les choses. Mais j'y que crois ce pas du tout. gars-là ne parvienne pas à à mettre fin à sa carrière et qu'aujourd'hui, on a basculé d'un côté de la barrière où c'est en train de saouler les gens. En fait, de plus en plus, j'ai l'impression que des gens ont envie qu'ils partent. Voilà. Enfin, qu'ils partent, c'est un grand mot, mais
Quand est-ce Disons que que je ça se pense que tant termine, qu'il quoi? n'est pas sur un parquet et donc qu'on ne peut pas juger que le joueur, mais qu'on ne se contente de juger la personnalité médiatique, je peux concevoir que des gens veuillent qu'il parte. Après, je pense qu'une fois que la saison aura démarré et qu'il jouera, les choses seront peut-être différentes. Je Sur, sais sur pas, ce... Charlie, toi, tu regardes les Lakers. L'an dernier, tu peux pas me dire que c'est super agréable de regarder jouer LeBron James. C'est pas super agréable de regarder jouer LeBron James, mais c'est pas non plus un joueur lambda, tu vois. Il faut pas, Non, il c'est faut, je veux dire, sûr. il faut C'est raison sûr. garder quand même, tu vois. Ouais, ouais. Je comprends que l'aspect médiatique prenne le pas, mais ça reste un joueur complètement hors norme, qui plus est quand on voit son âge, tu vois. C'est pas un joueur anodin en NBA quand même. Écoute, sur le fait que ça puisse se passer mal entre les Lakers et lui, c'est une vraie possibilité. D'ailleurs, Bleacher Report a fait un article récemment sur les 5 joueurs qui pourraient demander un trade cette saison et qui bouleverseraient complètement la ligue. Et ils incluent LeBron dans ces 5 joueurs en disant qu'on ne sait pas du tout comment ça peut se passer après l'absence totale de négociations cet été pour une prolongation, que lui pourrait être tout à fait d'accord pour se tirer si c'est chez un contender, etc., etc. Donc on verra bien comment ça va se passer. Moi, je crois pas une seule seconde au fait que du jour au lendemain, il nous annonce qu'il arrête. Tu vois, je pense que ça, c'est absolument improbable. Ça correspond pas du tout à sa manière de. Alors, je suis d'accord qu'il y a le côté imprévisible, mais ça correspond quand même pas du tout à sa manière de gérer sa communication. Pour moi, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il prendra pas sa retraite à la fin de la saison, parce que je pense que cet épisode de la pub là, ça valide le fait qu'il fait au moins encore une saison après. Enfin, tu vois, ou alors ce serait vraiment incompréhensible d'un point de vue communication que il reprovoque une conférence de presse dans 2 semaines pour nous dire au fait les gars c'est ma dernière, tu vois, ce serait insensé. Donc écoute, on verra. Voilà, j'espère juste que les médias des Lakers vont pas passer l'année à parler des différents coups marketing de LeBron, parce que je pense qu'il y a quand même plus important qui se joue cette saison pour les Lakers. Moi, je pense pas. C'est pas. Moi, je pense pas qu'ils ça va perdre. Ils vont perdre leur temps à parler des coûts marketing de LeBron James. Moi, je pense que LeBron est tout à fait capable, parce qu'il l'a déjà fait par le passé. Je suis pas en train d'inventer quoi que ce soit, mais la probabilité qu'il nous joue sa communication passive-agressive avec les Lakers est quand même colossale aujourd'hui, quoi. Oui, mais les choses ont changé dans le sens où, par exemple, à Cleveland ou des trucs comme ça, ce qui lui permettait d'avoir cette com, c'était un peu qu'il y avait quand même des moments où on avait un peu l'impression qu'il était seul au monde, tu vois, notamment sur sa dernière saison, il a quand même beaucoup joué la carte du je suis seul à me battre pour aller chercher des wins, tout repose sur mes épaules, je suis épuisé et tout. Aujourd'hui aux Lakers, s'il fait ça, tout le monde va se foutre de sa gueule. Mec, t'as Luka Doncic à tes côtés, genre remballe un peu, tu vois. Donc je sais pas, on verra. C'est effectivement très possible. Maintenant, de toute façon, anticiper ce que va faire LeBron, c'est très compliqué. Voilà, je sais pas quoi te dire de plus. En fait, j'ai un peu l'impression qu'on a tout dit sur ce sujet-là, parce que en réalité, cette discussion, toi et moi, ça fait des années maintenant qu'on l'a. Donc voilà, aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui en parlent, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont saoulés par la communication de LeBron. Nous, ça fait un moment qu'on l'est. Bon, juste voilà, vivement que le jeu reprenne ses droits et qu'on parle plus basket que toutes ces conneries, quoi. Ouais, mais moi je pense que c'est là que il y a une potentielle déception à venir concernant Ah mais je sais bien, ouais. Mais c'est ta pour ça que saison Lakers, Charlie. Très sincèrement, c'est la première fois. Pourquoi j'insiste sur ce sujet de LeBron James et de cette saison qui est en train de se profiler aux Lakers avec Luka Doncic? C'est justement pour ça, Charlie. C'est parce que c'est la première fois, je pense, dans la carrière de LeBron James où il n'est pas le numéro un incontesté de son équipe, Ah mais c'est sûr, oui, c'est sûr. où les gens sont pas en train de ramper devant lui pour lui dire ah mon Dieu, tu es formidable, LeBron, on veut absolument que tu restes, nous sommes prêts à tout pour que tu restes. Que si ça avait été Jenny Buss, il aurait probablement eu les conditions d'un contrat qu'il aurait souhaité, qu'il aurait mis sur la table et qui aurait été signé par les Lakers. Là, il y a un changement de propriétaire où il a été énervé de ne pas avoir été mis au parfum des négociations et de l'avancée de ce dossier-là, ce qui est venu rajouter un petit peu à cette situation qui, pour moi, je dis pas qu'à 100% elle va être explosive, mais LeBron qui perd cette espèce d'aura, et je pense qu'il est pas prêt de le lâcher ça encore, tu vois.
Oui, mais donc qu'est-ce qu'il va faire? Enfin, si tu veux, en Mais j'en fait. sais rien, En fait, mais j'en sais rien. Je suis pas devin. non, mais pour Parce que moi, la seule issue possible, là, si vraiment ça le rend fou toute cette histoire, c'est ils finissent par demander un trade, si tu veux. Et honnêtement, si c'est le cas, en tant que fan des Lakers, bah, je m'en fous complètement, en fait, tu vois. De toute mais façon, moi, je me... tu penses bien qu'il va pourrir la situation avant de demander son transfert, Mais Charlie. quel intérêt il a à le faire, Josh? D'un point Mais de il vue a à le faire sportif, il a tout à perdre. et pour une question d'image, pour aller dire ensuite que c'est pas de son fait si aujourd'hui il se retrouve contraint et forcé à demander son transfert. Moi, je crois pas qu'un mec aussi compétiteur que lui, il ait pour objectif que les 2-3 dernières saisons de sa carrière, elles se passent à végéter dans le ventre mou de la ligue. J'y crois pas une seule seconde. Oui, c'est un chieur, oui, c'est un mec qui aime tirer la couverture à lui. N'empêche que c'est avant tout un compétiteur complètement obnubilé et obsédé par le basket et par le fait de gagner. Je crois pas une seule seconde Ouais. que là, il soit prêt à saccager la situation sportive des Lakers toute la saison. Moi, c'est là où je suis pas tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les ambitions de LeBron James, enfin, me dire qu'une équipe avec LeBron James dans son effectif a des ambitions réelles et concrètes pour aller au bout, je suis désolé, non. Mais Non. entre aller au bout Je et suis finir désolé, non. 10e à l'ouest, Josh, il y a une énorme marge, en fait. Oui, mais compétiteur. Je veux dire, ça fait un moment que LeBron James, aujourd'hui, ne joue pas le titre, quoi. Oui, mais encore une fois, entre Il y a eu jouer le titre et 2023 finir 10e, il y a une grosse marge quand même. Tu vois, je pense qu'il a pas envie que on voit que ses dernières saisons en carrière, c'est soit pas de playoff, soit un échec au premier tour, quoi. Oui, en même temps, son contrat, c'est la première barrière. S'il avait renégocié son contrat à la baisse pour permettre à l'équipe de signer des free agents, Oui, mais ça, on peut le dire de euh, quasiment toutes les superstars de la ligue aussi, tu bien vois. sûr, mais n'empêche il fait des choix qui n'aident pas vraiment au fait que son équipe soit compétitive, quoi. Et Oui, je mais vois pas demain quel contender va se dire on va parier sur LeBron parce que on pense que c'est la dernière pièce pour aller au bout, quoi. alors, je suis d'accord avec toi, mais on sait jamais. Je suis d'accord avec toi dans l'absolu, effectivement, mais on sait jamais. Et ouais, je me dis que probablement qu'il y a des gens qui sont en train de m'écouter, qui me disent qui sont choqués par ce que je suis en train de dire, mais très sincèrement, il faut bien imaginer que LeBron James, là, qui nous fait sa sciatique, qui va pas jouer le début de la saison, je veux dire, c'est fou ce qu'il est en train de faire physiquement depuis toujours. Ce mec-là est complètement fou physiquement. C'est un cyborg, ce Bah joueur. ouais. Mais aujourd'hui, penser que ce joueur est capable de jouer une saison, allez, de jouer 65 matchs, on va dire, et de faire une campagne de playoff complète, se dire, mais si carrément LeBron peut encore aller en finale NBA et potentiellement l'emporter, donc ça veut dire 4 séries de playoffs, mais je vois même pas dans quel monde ça existe. Pas avec lui qui prend 50 millions et qui est censé être le numéro 1B de l'équipe, quoi. C'est pas possible. Je suis désolé, c'est pas possible. Écoute, on verra, ce sera à JJ Redick de trouver la bonne formule. De toute évidence, en tout cas, il se prépare à avoir un rôle différent. Ça, c'est un truc qu'on a déjà évoqué la semaine dernière. Il a expliqué qu'il avait beaucoup bossé sur son jeu sans ballon là pendant l'été. Donc, on verra bien comment ça se passe d'un point de vue sportif, tu vois. Ouais, écoute. Qu'il me fasse mentir, au moins ça sera. Non, mais moi, encore une fois, Au moins ça sera amusant. je Au pense moins pas on du tout passera un que bon les moment. Lakers soient armés pour le titre. Par contre, je pense que croire qu'il va saccager la saison des Lakers parce qu'il est frustré de plus être le numéro 1, je pense pour le coup que c'est vraiment énormément sous-estimé le compétiteur de ce mec, et je pense que tu fais pas 20 saisons, 22 saisons à NBA si t'es pas un compétiteur acharné, quoi. Ça n'enlève pas son côté compétiteur en carrière. Mais là, le bras de fer dans lequel il se trouve avec les Lakers est quand même très particulier. Moi, je pense pas tant que ça en vrai, et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de bras de fer, ça peut changer pendant la saison, mais je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de bras de fer. Et d'ailleurs, il avait totalement informé les Lakers de cette opération marketing. Il avait informé la franchise, mais pas le vestiaire. Et moi, je te parle plus de l'opération marketing. Moi, je te parle de sa fin de carrière. Oui, mais moi je te Moi, je parle au pense. global. Tu as Ouais, utilisé ouais. le terme bras de fer Ah entre oui. lui et la franchise. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de bras de fer entre lui et la franchise. Moi, je pense que la perspective de ne pas finir sa carrière comme il l'entend, ça le contrarie énormément. Et je pense que. On verra. On verra comment ça se passera. Écoute.
Ouais. On va parler de nos prétendants au titre. On va commencer par les Knicks de New York, si tu veux bien. Je voulais commencer par eux parce que ça recoupe une autre actualité dont j'aimerais qu'on parle en parlant des Knicks, justement, à savoir la récente révélation de Shams Charania sur le fait que l'équipe de New York avait eu des discussions cet été autour d'un transfert centré sur Giannis Antetokounmpo, des discussions qui ne sont pas allées très très loin, mais qui, à quelques jours de la reprise de la saison, risquent forcément de mettre le bazar dans le vestiaire des Knicks, qui débutait la saison parmi les favoris dans une conférence Est où potentiellement ils ont un boulevard pour atteindre les finales NBA, en tout cas plus que les saisons précédentes. Tom Thibodeau a laissé sa place à Mike Brown, et si la pré-saison est une première indication, Mike Brown a déjà insufflé plus de mouvements sur le terrain, avec un aspect plus imprévisible de leur attaque. Leur attaque qui pointait l'an dernier en 5e position en termes d'efficacité, donc Tom Thibodeau faisait pas n'importe quoi. C'est plutôt en défense que les Knicks vont avoir du travail à faire et où il va falloir qu'on se concentre, je pense, les concernant. Ils étaient 13e l'an dernier, donc on verra un petit peu comment Mike Brown va ajuster les rotations. On va voir s'il va garder le même 5 majeur que Tom Thibodeau, à savoir Jalen Brunson, Karl Anthony Towns, Michael Bridges, Anunoby et Josh Hart. Est-ce que c'est maintenu en l'état? Est-ce qu'il va mettre Mitchell Robinson comme ça a été tenté en play-off l'an dernier? Autre élément qui saute aux yeux, c'est la profondeur de banc, qui est évidente aujourd'hui. Ils ont fait venir Jordan Clarkson, ils ont signé Gershon Yabusele, ils ont également signé Malcolm Brogdon. Les Knicks lancent leur saison le 22 octobre face aux Cavaliers de Cleveland. Charlie, comment tu les vois, les Knicks, dans cette conférence Est, et comment tu vois leur chance d'aller au bout? Écoute, je trouve que c'est pas mal le boulot qu'ils ont fait cet été. Moi, j'aime bien l'arrivée de Jordan Clarkson, Yabusele, Brogdon. C'est un mec dont j'aime énormément le profil et c'est aussi un mec qui, s'il arrive à retrouver le niveau et l'impact qui lui a permis d'être meilleur 6e homme de la ligue il y a 2 ou 3 ans, je crois que c'était 2023 avec Boston, ça peut ça peut faire beaucoup de bien. Clarkson, c'est pareil, hein, en sortie de banc, c'est un mec extrêmement fiable. Je me demande si c'est pas un des meilleurs marqueurs de la ligue en sortie de banc ces dernières années. Offensivement, ça va aider, ouais. Ouais, bien sûr. Maintenant, la question, évidemment, c'est la capacité que Mike Brown aura pour gérer ses rotations. Moi, j'ai pas trop de doutes sur le duo Brunson-Towns, qui, je trouve, a donné quand même quelques garanties la saison dernière. Hein. En play-off, on a vu des choses vraiment intéressantes. Towns contre Indiana, c'est 25 points, 12 rebonds, c'est quand même assez solide, même si l'adresse à 3 points a pas toujours été exceptionnelle en play-off. Je trouve que Michael Bridges, en saison régulière, c'était quand même parfois assez moyen, enfin c'était vraiment le yo-yo, mais en play-off je l'ai trouvé beaucoup mieux. Il a signé une belle prolongation cet été, et si mes souvenirs sont bons, il a pas pris le maximum auquel il pouvait prétendre. Alors il a pas fait une ristourne colossale, mais c'est quand même à signaler. Bon voilà, je pense que à l'Est, en fait c'est un peu particulier, à l'Est en saison régulière, moi je l'aimais. Je pense qu'il y a meilleur qu'eux en saison régulière. Je pense que Cleveland, par exemple, sera plus efficace qu'eux. On y reviendra sûrement après. En play-off, je pense que c'est vraiment une équipe qui est capable d'embêter tout le monde, à condition, encore une fois, évidemment, que Mike Brown gère bien sa rotation. C'est indispensable que les leaders de cette équipe arrivent en forme, qu'ils évitent un peu les blessures. Les recrues qu'on a citées apportent une vraie profondeur, donc il faut surtout pas qu'ils nous fassent une Tom Thibodeau. Voilà, je trouve que c'est une équipe qui a un profil plus play-off que saison régulière. Je sais pas si c'est très clair, mais moi je me comprends. Mais ouais, c'est clairement aujourd'hui une des deux principales forces de cette conférence Est, et je serais assez déçu s'ils sont pas au moins dans la lignée de leur saison précédente, voir s'ils font pas mieux. Oui, complètement, ouais. Je pense qu'effectivement, l'expérience désormais engendrée par cet effectif, notamment par leurs 5 majeurs, qui est vraiment remarquable à mes yeux. Ouais, et puis là, tu vois, sur le banc, il y a vraiment des mecs pour faire souffler un mec comme Brunson, par exemple. Et ça, c'est quand En même plus, assez ouais. nouveau, En quoi. plus, ouais. Donc je pense que les Knicks vont clairement dans la bonne direction, et c'est exactement ce que je pensais avant que les rumeurs pointent le bout de leur nez avec Giannis Antetokounmpo. Est-ce que tu penses que ces rumeurs peuvent venir un peu gâcher le début, enfin le lancement de la saison des Knicks? Est-ce que tu penses que ce truc-là peut s'installer durablement dans la tête des joueurs et devenir un souci, justement,
qui n'existait pas avant que Shams nous sorte la nouvelle. Écoute, je crois pas trop, parce que déjà, il y a que des, j'allais dire, il y a que des darons dans cet effectif. Il y a que des mecs qui ont de l'expérience en fait dans cet effectif. Tu vois, il y a pas un jeune ou quasiment pas qui pourrait être un peu déstabilisé par cette situation. Mine de rien, ce qui s'est passé là avec Yanis, les rumeurs qui sont sorties, c'est quand même extrêmement courant dans la ligue. Et en plus, j'ai un peu moi l'impression qu'il y a une espèce d'unanimité chez les insiders NBA autour du fait que, en fait, le cas Yanis ne sera pas dénoué pendant cette saison. Ouais, tout à Si fait. Yanis doit bouger, ça sera l'été prochain. Et donc, en fait, si t'es un joueur des Knicks aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je pense que t'es un peu dans l'optique que, quoi qu'il se passe, ça se passera à la fin de la saison, tu vois. Donc, écoute, ça t'offre un peu une période de tranquillité pour te concentrer sur le basket, ça c'est clair. Après, moi, la question, c'est surtout, aujourd'hui, si demain, Antetokounmpo demande son trade, est-ce qu'il n'y a pas des franchises qui ont beaucoup mieux à offrir que les Knicks? Ah, mais complètement, complètement. Non seulement ça, les Knicks sont totalement. Ça, c'est ce qu'on avait déjà dit la saison passée. La signature de Michael Bridges, il a été signé de façon à ce que son contrat, parce que quand il a signé son contrat, il n'était plus éligible à être transféré pendant une certaine période. Et le moment où il va être éligible pour un transfert, c'est juste avant la date limite des transferts, justement. Ouais. Donc, d'où la nécessité pour les Knicks de. Ils ont voulu patienter parce que manifestement la question de Giannis Antetokounmpo était déjà en train de leur être présentée. Ils étaient en train d'en discuter. Et ils ont attendu le dernier moment pour signer Michael Bridges. Effectivement, tout le monde là aujourd'hui qui est en train de se dire, enfin chaque franchise qui se dit, on a peut-être une chance de faire venir Giannis Antetokounmpo, est en train de voir l'année 2027 comme l'année où il faudra avoir de l'espace dans le salary cap pour éventuellement prendre son salaire. Il y a très peu d'équipes, il y a très peu d'équipes qui peuvent le faire. Et c'est pas le cas des Knicks. Les Knicks ont leurs 4 joueurs majeurs qui sont signés au-delà de 2027. Donc Ou alors, je viens d'avoir une idée géniale là. Ouais. Les Knicks proposent un trade pour LeBron cette année pour dégager du cap dans les saisons prochaines. Est-ce que c'est pas du génie ça? Non mais plus sérieusement, effectivement, je pense qu'aujourd'hui pour les Knicks, c'est compliqué d'être la piste la plus crédible pour Antetokounmpo, quelle que soit la volonté du joueur. On va dire si t'es les Bucks, les premières équipes chez qui tu vas toquer, c'est Houston et San Antonio. Clairement, c'est les équipes aujourd'hui les mieux armées en termes de pick de draft et d'ambition. Je veux dire des équipes où Giannis Antetokounmpo pourrait se dire, ok, là j'ai l'impression que non seulement j'arrive dans une bonne situation, j'arrive dans une bonne situation, et je peux jouer le titre, et Milwaukee derrière se retrouve pas cul nu quoi. Encore faut-il qu'il veuille jouer là-bas. Ouais, là aujourd'hui, la seule équipe où on sait qu'il est sûr de vouloir jouer, pour laquelle il est sûr de vouloir jouer, ce sont les Knicks, qui n'ont pas du tout ni les moyens ni les pics de draft pour le signer. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est un transfert salaire contre salaire, c'est-à-dire Karl Anthony Towns, OG Anunoby et Milwaukee qui donne Antetokounmpo et Kyle Kuzma, ça fonctionne d'un point de vue salarial. Ah ouais, tu veux vraiment lui coller Kyle Kuzma dans les pattes encore et toujours. Il faut bien que Milwaukee ait une compensation. Non mais t'es sadique. Il faut bien qu'ils aient un avantage au fait de transférer Giannis Antetokounmpo. Mais ils récupèrent aucun pic de draft. Je crois que le seul pic de draft plausible, c'est le pic de 2033, un truc comme ça. Donc c'est pas intéressant pour Milwaukee s'ils veulent, parce que eux ils ont sabré tout leur pic pour faire venir Damian Lillard. Oui. Donc logiquement, il faudra recouper ça. Il y a une équipe qu'il faut pas oublier, c'est laquelle, Charlie? Alors là, je t'avoue. Les Lakers. Les Lakers peuvent avoir un salary cap au poil pour faire venir Giannis Antetokounmpo si Giannis Antetokounmpo dit « Ah bah finalement, j'irai bien aux Lakers ». Là, tu vas faire rêver tous les fans des Lakers, arrête. Mais non, mais c'est exactement comme ça que Davis a forcé sa main aux Lakers. C'est parce qu'il avait dit « Soit vous me transférez là-bas, soit je signe avec les Lakers, une fois que je suis agent libre. » quoi. Ouais, mais le problème, c'est tu mets qui dans l'échange, en fait? Bah non, mais après, ça sera à voir qui tu mets dans l'échange. Ça, c'est aux Lakers après de travailler derrière.
Mais c'est-à-dire que les Lakers ont éventuellement cette pression, ce moyen de pression. Si Giannis dit je veux aller là-bas, c'est pareil pour les Knicks. C'est-à-dire que si Giannis Antetokounmpo dit voilà la liste des équipes où je veux aller. C'est ce qu'ont fait Dwight Howard, Carmelo Anthony et Anthony Davis. Ils ont dit je veux signer dans telle équipe, peu importe, en disant à toutes les autres, si vous avez peut-être des meilleures pièces à échanger pour me faire venir, mais si vous me faites venir, je ne resterai pas. Sachez que ce sera un emprunt. Ouais, mais tu vois, au moins pour Anthony Davis, il y avait des profils à échanger. En fait, là, le problème, c'est que pour les Lakers... Et des pics de draft. Oui, et des pics, ouais. Et là, pour les Lakers, à moins de prolonger Reeves... À l'instant T, bien oui, à évidemment. l'instant T, c'est vrai. Les Lakers, tu vois la rapidité avec laquelle ils font des moves. Ouais, non, c'est vrai. Pelinka, s'il n'est pas idiot, dès l'été prochain, il commence déjà à préparer le terrain. Et tu peux signer un 1+1 avec un joueur. Enfin bref, il y a énormément de choses qui sont possibles. Et c'est les Lakers. Je te parle des Lakers en tant que marché et non pas forcément en tant que asset à l'instant T où on parle aujourd'hui de ça, quoi. Et c'est clair que sur l'année 2027, les Lakers ont de l'argent à dépenser. Ça, c'est une certitude. Et pour les Knicks, pareil. La seule façon si Giannis Antetokounmpo ne souhaite que aller aux Knicks, la seule chose qu'il peut faire, c'est de faire une Dwight Howard ou une Anthony Davis, quoi. C'est-à-dire se mettre à dos l'intégralité des fans des Bucks, être absolument infect pendant plusieurs mois pour forcer la main et dire je n'irai que là, vous acceptez les offres que de cette équipe et n'importe quel autre deal, de toute façon, je me barrerai à la première occasion, quoi. Extrêmement décevant de la part d'Antetokounmpo. Alors, ça, Shams Charania en parle dans son article. Il explique que, à l'heure qu'il est, ce n'est pas du tout une option envisagée par le camp Antetokounmpo. Ouais, ça m'étonne pas. Ça colle pas avec ce qu'on connaît de lui. Voilà, c'est pas du tout sa façon d'être. Maintenant, Dwight Howard, à l'époque, personne pensait qu'il allait faire ce qu'il a fait. Et c'était moche, comme, je veux dire, à cracher sur son coach Stan Van Gundy, à critiquer ses coéquipiers. Carmelo Anthony, c'était pareil, hein, c'était extrêmement laid. Anthony Davis, tu te souviens remémorez-vous de comment ça s'est passé, re-regardez comment ça s'est passé avec Anthony Davis, avec cette histoire de t-shirt et tout ça qu'il avait porté, où tout le monde s'était senti insulté par ce mec-là, alors qu'il était absolument adoré par les Pelicans. Ouais, mais je sais pas, je trouve que la relation entre Antetokounmpo et les Bucks, elle est en tout cas en apparence, hein. Après on reste complètement sous l'influence de la communication des joueurs et de la franchise, mais c'est vrai que avec le titre, avec la relation qu'il avait avec Budenholzer, etc. Enfin, je trouve qu'il y a une relation qui est plus profonde entre Antetokounmpo et sa franchise qu'avec Melo et les Knicks ou Howard et Orlando. Je me plante peut-être. Ouais. Hein. Je me plante peut-être. Hein. Et t'as raison, on sait jamais ce qui peut se passer. Donc, tu sais quoi, personnellement, moi je pense que les Knicks ne devraient absolument rien faire, ni aujourd'hui ni demain. Ils devraient dire à Giannis merci mais non merci, parce que pour moi la venue de Giannis Antetokounmpo, son association avec Brunson, déjà je suis pas sûr que ce soit hyper pertinent, hyper complémentaire. Je pense qu'il y a mieux à faire avec Karl Anthony Towns et l'effectif qu'ils ont aujourd'hui, où tout le monde a fait un sacrifice financier pour faire marcher cette histoire. Et j'ai l'impression que cet effectif a vraiment l'opportunité d'être très complémentaire s'il est bien conduit. J'espère vraiment que Mike Brown va trouver la solution. Je trouve que cette équipe des Knicks est extrêmement belle. Elle est très prometteuse. Et ouais. Comme tu l'as très bien dit, en régulière, pas sûr que ça fasse des étincelles absolues, mais en play-off, je pense que ça peut être un cauchemar absolu à sortir. Ouais, mais est-ce que on serait pas un peu sur une ambiance c'est l'année ou jamais, tu vois, côté Knicks, sans Tatum, sans Haliburton. Contractuellement, oui, d'accord. Non, mais je veux dire la situation en fait. Je veux dire aujourd'hui, une équipe comme Détroit, en théorie, enfin des équipes comme Détroit et Orlando, en théorie, elles vont continuer à progresser parce que c'est des équipes assez jeunes avec des leaders jeunes et ça peut monter très très vite. Exactement, ça peut monter très vite et en plus ça peut monter assez haut, je le pense. Atlanta, c'est pareil, on sait
pas trop ce qui peut se passer dans les années qui viennent, mais il y a quand même une base de joueurs jeunes et intéressants. En tout cas, ils font ce qu'il faut. Boston est dans une situation, dans un entre-deux très clair avec la blessure de Tatum. Indiana avec la blessure d'Haliburton, personne ne sait à quoi s'attendre. Est-ce que, d'un pur point de vue sportif, pour les Knicks, il n'y a pas un peu un côté, les gars, si on gagne pas cette année, on va pas gagner les années prochaines quand la conférence Est va devenir beaucoup plus tendue, quoi. De toute façon, ça doit être l'état d'esprit de n'importe quelle franchise tout le temps, en permanence. Je veux dire qu'il y a aucune autre façon de voir les choses. De mon expérience de fan NBA, toute équipe qui est en train de se dire « Attendez, on va y aller piano-piano », alors que, comme les Knicks, ils ont déjà leur salaire, ils sont déjà financièrement ultra engagés dans la quête du titre. Ah bah oui. Quand tu passes à ce niveau d'engagement financier, tu dois y aller pied au plancher. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Je veux dire, c'est complètement stupide de penser, attendez, on va voir et puis on verra bien. Non, 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 non. Il faut y aller à fond, quoi. Et les Knicks ont tout à fait, que ce soit cette saison ou la saison, je pense que les Knicks ont encore 2 bonnes années où ils peuvent vraiment être contenders. Parce que Indiana et Boston, là, ils sont dans un entre-deux, comme tu l'as très bien dit. Il va falloir que les front office de ces deux franchises soient hyper forts pour reconstruire derrière et être compétitifs au point d'être de vrais contenders l'année prochaine. Avec le talent qu'il y a dans ses effectifs, à Haliburton, à Indiana et Jason Tatum à Boston, c'est tout à fait possible. Donc effectivement, les Knicks, là, ils ont une vraie opportunité. Tu as tout à fait raison là-dessus. Mais je pense qu'il reste malgré tout un danger pour n'importe quelle équipe, quoi qu'il en soit. Ouais, leur équipe est super forte. Ouais, leur équipe est... Oui, non, mais l'effectif, il est incroyable. Hein. Enfin, J'adore... Pour moi, je le dis, ce sont mes favoris à l'Est. Très sincèrement. Ok. Je le dis. Ok, donc en play-off, quoi, tu veux dire. Hein. On est d'accord, en play-off. Oui. Pour moi, si l'équipe qui sortira de la conférence... Parce qu'on va se mouiller un peu, hein, on va se mouiller la nuque un peu, là. On va faire des prédictions. Pour moi, les Knicks est l'équipe qui sortira de la conférence Est s'il y a tout le monde dans l'effectif. Je veux dire, s'il y a du Nobby et pas à l'infirmerie avec Karl Anthony Towns, tu vois. Ok. Bah, je suis pas forcément d'accord avec ça. Ah bah, peut-être bien, ouais. Mais en fait, sur le papier, je suis d'accord, mais je pense qu'on peut avoir un peu une surprise, quoi. Ah oui, tout à fait. Je pense c'est tout à fait possible. Pour le coup, la conférence Est, il y a rien de garanti. Et Dieu sait que la saison dernière, les Celtics, quand au début de la saison, c'était impossible de pas les mettre top niveau. Ah bah là, je regardais tu sais, ils se sont ramassés à cause des blessures. Voilà, ça, il y a toute une partie qu'on ne peut pas prédire, quoi. Tu sais, à ce stade de la pré-saison, là, enfin, juste avant la reprise, il y a la NBA qui publie son espèce de sondage qu'elle fait auprès de tous les general managers de la ligue, là, et la saison dernière, les Celtics s'étaient donnés à 83% comme les futurs champions. C'est-à-dire, c'est plus que le OKC cette saison. OKC cette saison, c'est 80%. Et on sait très bien qu'une saison est extrêmement compliquée. Ma prédiction des Knicks ne vaut ce qu'elle vaut que maintenant, tout de suite. Dans 3 mois, elle sera probablement totalement périmée. On parle des Cleveland ? Bah ouais. On parle des Cavaliers, qui a eu une saison rêvée l'an passé, qui paraît si loin désormais. Elle s'est surtout conclue dans la douleur et la désillusion avec l'élimination face aux Pacers. Il en reste pas moins que cette équipe, coachée par Kenny Atkinson, avait démontré tout au long de la saison une capacité à dominer sur le terrain comme on le voit rarement en NBA. C'était une extraordinaire saison qu'ils nous ont pondue. Cette année, on peut espérer voir Evan Mobley, meilleur défenseur de la Ligue l'an passé, passer un nouveau cap offensivement. Lui qui tournait notamment à 37% à 3 points avec 85 tirs primés sur l'ensemble de la saison, alors que, je le rappelle, il n'avait planté que 67 tirs à longue distance sur les 3 premières saisons combinées depuis son entrée dans la Ligue. On connaît les qualités de Donovan Mitchell, qui doit encore progresser dans son rôle de leader sur le terrain, au-delà de ses exploits individuels, j'entends. Darius Garland a été All-Star grâce à une saison absolument exceptionnelle. Jarrett Allen est un monstre dans la raquette. J'ai l'impression que c'est potentiellement la variable d'ajustement dans cet effectif, si il faut qu'il y en ait une
en cours de saison, si ça se passe pas comme prévu. Lonzo Ball qui débarque avec de grands espoirs, si la santé le permet. Toujours la même musique avec lui. On y retrouve également dans cet effectif Max Strus, DeAndre Hunter, Larry Nance Jr., Dean Wade, Sam Merrill, Thomas Bryant qui était aux Pacers la saison passée, Killian Hayes qui essaie de ressusciter sa carrière, le rookie Tyrese Proctor, 49e choix de la draft, qui a fait une pré-saison, qui a fait des perfs en pré-saison. Le mec, t'as l'impression que c'est un cador de première catégorie. Il est impressionnant pour l'instant, de maîtrise, de contrôle, c'est fou. Voilà. Cleveland, pareil, énorme carte à jouer cette saison à l'Est. Très clairement, ça serait une déception autrement, Charlie, on est d'accord. Bah oui, clairement, hein. Tu l'as dit, la saison dernière, c'était eux la meilleure équipe de l'Est en régulière, et je vois pas trop pourquoi ils pourraient pas remettre le couvert. Atkinson a construit une équipe très portée sur l'attaque. De mémoire, la saison dernière, statistiquement, ils avaient la deuxième meilleure attaque de toute l'histoire de la Ligue. Et pour moi, aujourd'hui, c'est eux qui ont le plus de certitude à l'Est. Alors je sais que certains trouvent que les Knicks sont supérieurs, et eux aussi ont tout autant de certitude. Moi, je suis pas d'accord avec le changement de coach. Pour moi, à l'instant T, sur le papier, les Cavs sont devant. Tant qu'on sait pas comment la sauce va prendre. Alors, ils ont perdu Ty Jerome, qui a signé à Memphis et qui avait montré à la fois des choses très intéressantes en régulière, mais aussi des grosses limites en play-off. Alors, je sais que beaucoup pensent que la saison dernière, il était en sur-régime et que les Cavs ont eu raison de le laisser filer. Écoute, on verra ce que ça va donner. En tout cas, à sa place est arrivé mon chouchou, Lonzo Ball. Alors je sais que je suis un peu un fanboy, donc je vais peut-être pas être très objectif, mais moi c'est un de mes joueurs préférés, et je pense qu'il a vraiment le profil parfait pour l'attaque mise en place par Atkinson. D'ailleurs, Atkinson en a parlé la semaine dernière en expliquant qu'il avait un QI basket complètement hors norme et que ça faisait longtemps qu'il l'observait et qu'il était persuadé que c'était le joueur idéal pour ces systèmes. Je suis assez d'accord avec ça. Et je prie absolument tous les dieux du basket possible et imaginable pour qu'il soit un minimum préservé par les blessures. Je sais que c'est très peu probable que ça arrive. D'ailleurs, il est déjà privé des back-to-back. Ça fait, je crois, 4 ou 5 ans qu'il n'a pas fait une saison à plus de 50 matchs. Bref, je sais tout ça, mais j'ai quand même envie d'y croire, et j'ai envie qu'il rappelle à tout le monde qu'en plus d'être un joueur avec une intelligence de jeu hors norme, c'est également un excellent défenseur, peut-être un des meilleurs défenseurs de la ligue à son poste. Il est devenu un shooter fiable à 3 points, il maîtrise parfaitement le up-tempo, c'est un mec qui a su progresser dans quasiment tous ses secteurs faibles depuis son arrivée en NBA. Donc voilà, déjà de base, moi je suis très fan de Lonzo Ball, mais en plus dans cette équipe avec Atkinson sur le banc, c'est quelque chose que je veux absolument voir. Celui que j'ai très hâte de voir également, bah évidemment, c'est Evan Mobley. Il dispute je crois que c'est sa 5e saison, Mobley. Il a déjà changé de statut. Tu l'as dit, il a été élu meilleur défenseur la saison dernière. Et voilà, moi, ça fait un moment que du côté de Cleveland, on évoque le fait que ce mec-là doit devenir le patron de cette équipe, son franchise player, ce qui aujourd'hui est pas tout à fait le cas, puisque c'est plutôt Donovan Mitchell qui est vu comme le patron. Atkinson a eu une déclaration assez osée récemment. Il a dit « À mes yeux, Evan Mobley sera candidat au MVP dans les 2 ou 3 ans à venir. » Il a expliqué qu'en plus d'être incroyablement talentueux, c'était un très très gros bosseur, un mec extrêmement professionnel, qui bossait énormément sur le foncier, sur l'alimentation, etc., etc. J'ai pas envie de m'enflammer sur le cas Mobley, mais moi c'est aussi un profil que j'aime énormément. Je sais que c'est de la communication d'avant-saison, mais j'ai très très hâte de voir à quel point il peut avoir progressé offensivement. Et honnêtement, je pense que si Lonzo Ball est en forme en play-off, et qu'Evan Mobley a effectivement pris une nouvelle dimension offensivement, je pense que ces Cavs-là peuvent aller taper les Knicks. Ouais. Ouais, je le pense aussi, ouais. Très, très sincèrement, oui. Moi, j'ai été tellement séduit par le jeu proposé par les Cavaliers la saison passée. Non, mais Atkinson est un génie offensif, hein. Ah Franchement, ouais, il faut le dire. Mais absolument. Et c'est vrai que les voir s'écrouler, après, il y avait des blessures et ainsi de suite. Enfin, faut pas quand même omettre ça côté Cleveland. Ça a été un problème majeur. Le fait que cet effectif, encore une fois, soit en train de boiter en play-off, quoi. Comme les Knicks, financièrement, ils sont totalement engagés avec cet effectif. C'est-à-dire que eux, ils ont dépassé, je crois que c'est les seuls d'ailleurs, c'est les seuls à dépasser le second apron, le second plateau salarial de toute la ligue, il me semble.
Et donc ils vont être limités, quoi qu'il arrive. Si cet effectif, en l'état, ne produit pas son effet tout de suite, je pense que ça va le faire. Je pense que ça va le faire. Je pense que les Cavaliers, comme l'an dernier, vont nous faire une régulière De potentiellement feu. magnifique. Ouais, je suis d'accord. Maintenant, c'est pas la régulière sur les. Autant l'an dernier c'était séduisant, c'était hyper sexy. On avait envie encore et encore de les regarder jouer. C'était trop bien. Il y a un vrai collectif qui s'est créé dans le sillage de cette saison régulière. Là, cette année, il faut être implacable et il faut avoir en tête les playoffs et arriver en forme en playoffs. Ils ont une profondeur de banc qui devrait leur permettre de faire ça. Il va falloir que Kenny Atkinson fasse jouer son banc et garde le plus possible tous ces joueurs là qui ont tendance à se péter au pire moment, les comment dire, les les Donovan Mitchell, euh, Garland. Garland. Il faut que Mobley arrive absolument en bonne santé. Il faut que Lonzo Ball, qui reste quand même une recrue qui n'est pas anodine, c'est-à-dire que Lonzo Ball a été recruté pour jouer. Ah oui, tout à fait. Ils ont besoin de il a lui remplacé sur le Ty Jerome, terrain. qui était Voilà. extrêmement important. Ty Jerome, il est 3e au classement du meilleur 6e homme de l'année, je crois, un truc comme ça. Ça en dit long sur l'importance qu'il avait en sortie de banc, quand même. C'est ça. Donc il y a quand même énormément de choses où tu te grattes la tête et tu te dis, voilà, la probabilité que ça se passe bien, elle est élevée, mais ça peut vite aussi partir en cacahuète si les blessures repointent le bout de leur nez. Et c'est un peu l'histoire des Cavaliers, j'ai l'impression, Mais d'autant qu'en tout, plus, tout le temps, quoi. il me semble que Garland rate le début de la saison, donc le rôle de Lonzo va être très important dès le début, en fait, quoi. Tout à fait. Et Killian Hayes a vraiment une opportunité en or de faire parler de lui. Donc, écoute, on verra bien comment ça se passe, mais cette équipe, pour moi, voilà, la grosse question, j'arrive pas, et c'est pour ça que j'ai choisi les Knicks, et Dieu sait que les Knicks, c'est pareil, hein, mais je me dis qu'avec Mike Brown, avec la profondeur de banc qu'ils ont, avec le fait qu'il n'y a plus Thibodeau qui va faire jouer tout le monde 45 minutes par match, enfin son 5 manager 45 minutes par match, qu'il y a plus de chances de voir les Knicks arriver à peu près correctement à l'entrée des playoffs, j'ai plus confiance en eux qu'en Cleveland. Voilà. Moi, c'est totalement subjectif, mais c'est comme ça que je le sens. Disons que ouais, tant que les Knicks n'ont pas donné les garanties défensives qui peuvent enrayer la machine offensive des Cavs, j'ai des doutes encore. Parce que l'année dernière, les Cavs... Qu'est-ce que c'est pas ce qu'on disait d'Indiana, Charlie? Non mais attends, Indiana, l'année dernière, ils sortent Cleveland parce qu'ils ont une meilleure attaque qu'eux, hein, en playoff. C'est ça qui se passe aussi, tu vois. J'ai pas les scores en tête, mais pour moi, non, c'est tout à fait ça. Ouais. Pour moi, c'est une série où il y a une équipe qui met 120 points à chaque match, tu vois. Donc, et là aujourd'hui, enfin, quand je regarde la conférence Est, je vois pas une équipe qui en playoff va avoir une meilleure attaque que les Cavs à l'Est. Tu vois. Donc c'est pour ça que moi j'ai besoin que les Knicks me donnent des garanties défensives, parce que c'est pas du tout sur le terrain offensif qu'une équipe va battre Cleveland, à mon avis. Ouais. Ah ouais. Encore une fois, il faut que Cleveland... oui, non, mais de toute façon, on part sur une équipe de Cleveland qui, dans ce cas-là, est au complet, où il n'y a pas de manque. Il n'y a pas de manque, quoi. Ouais, non, absolument, c'est ça. C'est la très grande condition, c'est clair. Très clairement, ces deux effectifs, Cleveland enfin, les Cavaliers et les Knicks, ce sont deux effectifs extrêmement bien fournis, où tu doubles à quasiment chaque poste, les rotations, la profondeur et tout ça. Ils cochent énormément de cases. Ils sont capables de jouer différents jeux. Ils peuvent jouer grand, ils peuvent jouer vite, ils peuvent jouer, ils peuvent tout faire. Ces deux effectifs sont adaptables à énormément de situations. Ouais. Et moi, c'est aussi comme ça que je juge la capacité d'une équipe à être vraiment prétendant au titre. Parce que dans ton cheminement jusqu'en finale, tu vas être obligé de t'adapter. Et ce sont deux équipes qui ont tout à fait les capacités de s'adapter. Maintenant, voilà, toujours avec la question de... après, ça c'est vrai pour n'importe quelle équipe. Hein. Oui, mais il y a des équipes qui ont des profils plus fragiles que d'autres, ça c'est un fait. Exactement, ouais, tout à fait. On passe à la conférence Ouest. Allez.
C'est parti, on commence par les Denver Nuggets. On a déjà parlé de cette équipe, parce que était dans mes équipes à suivre. On sait à quoi s'attendre. Cette équipe a réussi à pousser le Thunder en 7 matchs en demi-finale de conférence Ouest, avec un effectif imparfait et des joueurs blessés. C'est ce que tout le monde n'arrête pas de répéter concernant les Nuggets, et c'est aussi pour ça que voilà, le fait d'avoir transféré Michael Porter Jr. à Brooklyn en échange de Cam Johnson, donc ça leur permet d'avoir un joueur autrement plus cérébral, qui est expérimenté, qui est tout aussi redoutable au tir que Porter Junior, mais en plus qui sait dribbler et faire des bonnes lectures malgré les pressions défensives. Son salaire plus léger a débloqué la situation financière pour Denver, et ça a été la clé, la clé stratégique de la bonne intersaison des Nuggets, avec les signatures de Bruce Brown, de Tim Hardaway Jr., le coup de maître qui a été l'échange de Dario Saric contre Jonas Valanciunas avec Sacramento. Cette équipe, selon moi, est de loin la mieux armée de la Jokic aux Nuggets, plus qu'en 2023 à mon sens. Maintenant, il y a quelques sérieux obstacles à franchir avant de s'emballer avec cette équipe, qui va devoir trouver ses marques sur le terrain. Il faut absolument que Jamal Murray et Aaron Gordon restent en pleine forme tout au long de l'année et évitent une blessure qu'ils traîneront jusqu'en playoff. C'est arrivé l'an dernier avec Aaron Gordon, et ses ischio-jambiers, l'année précédente avec Murray. La profondeur de banc doit permettre de ne pas user les corps pendant la saison régulière. Je suis également militant pour que Jokic ne soit pas MVP cette saison. Déjà qu'on ne lui donne pas quand il tourne en triple-double de moyenne, donc pourquoi on lui donnerait si en plus ses stats sont légèrement en baisse? Pourquoi je le souhaite? Parce que ça voudrait dire que Adelman a réussi à trouver une rotation adéquate qui permet de maintenir Jokic frais pour les playoffs, sans avoir à lui demander de porter l'équipe sur son dos, comme les 2 saisons précédentes, pour se placer au sein d'une conférence Ouest qui est impardonnable. Pour moi, plus ses stats seront normales et non exceptionnelles, sauf son efficacité, bien évidemment, plus ses minutes seront sous contrôle, plus ça augmente les chances de Denver de faire des playoffs de zinzin. Je terminerai en prédisant que Peyton Watson et surtout Christian Brown vont passer un palier cette saison et que c'est absolument primordial qu'ils le fassent. Christian Brown avait déjà fait ça l'an passé, mais là, je sens que ça va encore envoyer du lourd cette saison. Je terminerai en disant que de toute manière, pour cette équipe, la défense sera la clé de tout ce qu'ils vont entreprendre et de tout ce qu'ils vont réussir à faire cette saison. Espoir d'aller au bout compris. Charlie, ton opinion sur Denver? Bah, c'est évidemment une des équipes qu'on a le plus hâte de voir, je pense, tout simplement parce que sur le papier, et encore plus avec la blessure de Vanderbilt, c'est peut-être la seule équipe à l'Ouest capable de sortir une équipe d'OKC en forme. Ils l'ont montré la saison dernière avec une demi-finale de conférence tendue, où ils ont poussé le Thunder en 7 matchs, alors qu'on donnait vraiment pas très cher de leur peau avant la confrontation. Tu l'as dit, cet été, ils ont vraiment bien bossé. L'arrivée de Cameron Johnson dans l'échange avec Porter Jr., elle a du sens, celle de Tim Hardaway Jr. aussi. Les deux sont des shooters qui vont faire du bien autour de Jokic. Valanciunas, c'est un excellent backup. Le retour de Bruce Brown, il est symbolique, mais pas seulement symbolique. Il va aussi avoir une réelle importance sur le parquet. Bref, ils ont vraiment bien bossé. Maintenant, il faut que David Adelman transforme l'essai. Pour la première fois depuis 2 ans, Jokic a autour de lui un effectif qui lui permet de viser le titre. Il faut pas gâcher ça. Et quand je dis il faut pas gâcher, c'est exactement ce à quoi tu as fait référence. Il faut absolument qu'Adelman profite de cet effectif pour ne pas trop tirer sur la corde. Il faut préserver Jokic. C'est absolument capital qu'il arrive en play-off en pleine forme. Ça demande une gestion des temps de jeu intelligente. Alors voilà, moi j'ai vu que certains estimaient que, parce que il y a pas mal d'articles sur quelles sont les équipes qui ont le mieux bossé cet été, etc. Et il y a plein de gens qui trouvent que c'est pas un recrutement très impressionnant. Moi, je trouve que c'est très très bon. Je trouve qu'ils ont extrêmement bien corrigé les problèmes qu'ils avaient la saison dernière et notamment Moi, je trouve que c'est la meilleure intersaison de la NBA de l'été. Hein. Bah, en vrai, je suis pas loin de le penser parce que, en fait, je trouve que tout ce qu'ils ont fait compense tous les problèmes qu'ils ont rencontrés la saison dernière. Tout à fait. Exactement. Et typiquement, le backup pour Jokic, c'est quelque chose qui leur manquait énormément. D'ailleurs, la profondeur d'effectif, c'est un truc qui avait été pointé du doigt par Jokic lui-même.
Là, il y a des joueurs qui sont arrivés qui ont l'expérience des playoffs. Valanciunas, Bruce Brown, Hardaway Jr., ils ont tous au moins entre 40 et je dirais 60 matchs de playoffs en carrière. Cameron Johnson, sur le papier, bah, ça a vraiment du sens aux côtés de Jokic, très clairement. Il a un profil qui apparaît très complémentaire, non seulement de celui du Serbe, mais aussi de celui de Jamal Murray, même si évidemment il faut qu'il confirme et qu'il montre qu'il est capable de peser en playoffs dans une équipe qui vise le titre. Le cas Christian Brown, je t'en parle beaucoup mieux que moi de ce joueur parce que c'est un de tes chouchous depuis longtemps. Je sais que Il a changé ma vie, Charlie. Ouais, ah oui, carrément. Je sais que pour toi, c'était le MIP la saison dernière, et franchement, je peux le comprendre, hein. Il passe de 7 à 15 points, je crois, c'est vraiment pas anodin. Je trouve que tu lui en demandes beaucoup de repasser un cap cette année, parce qu'il a quand même déjà passé un cap colossal la saison dernière. S'il enchaîne encore cette année, c'est quand même, c'est hallucinant. Après, quand tu regardes la carrière de ce mec, là, c'est ça, il va disputer sa 4e saison NBA, et en fait, ce mec est en progrès chaque année, que ça soit à 3 points, au rebond, dans l'utilisation de la balle. Enfin, on sent vraiment que c'est un sacré bosseur, et en plus, qui profite à fond de la présence de Jokic à ses côtés. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se passer avec Cameron Johnson, à quel point est-ce qu'il peut continuer à progresser, etc. C'est clairement un des joueurs que je vais le plus regarder à Denver cette saison. Et voilà, que dire de cette équipe? Enfin, tu vois, tout à l'heure, j'évoquais là le sondage de la NBA auprès des general managers juste avant là. Jokic est le premier dans un nombre de catégories, c'est affolant. Il est premier dans la catégorie MVP, joueur qui force le coach adverse à faire le plus d'ajustements, meilleur basketball IQ, meilleur passeur, meilleur pivot, meilleur joueur international. Enfin bref, c'est vraiment le sacre de Jokic, ce sondage. On sent à quel point aujourd'hui, il n'y a plus un seul general manager en NBA qui sous-estime ce mec, ce qui n'était pas forcément le cas, même dans un passé proche. Donc ça fait plaisir, et ouais, j'ai très hâte de voir comment cette équipe de Denver va s'en sortir. Moi, j'ai été trop souvent frustré de voir Jokic mal entouré. Cette saison, je trouve qu'il est parfaitement entouré, et voilà, j'espère que la santé va tenir, parce que ce serait terrible que ça soit cette année-là, par exemple, que Jokic se pète, tu vois. Ouais, que Jokic, ouais, ou même une blessure de Murray ou de Gordon, c'est la fin. Oui, mais une blessure en fait, on serait pas surpris, tu vois, Murray, et on sait que Jokic ne joue plus au basket, ça serait voilà, ce serait même pas un crève-cœur. Jokic, pendant des années... J'arrête le podcast, Charlie. Non, tu vois, il a été usé jusqu'à la moelle, parce que justement, ses coéquipiers étaient fragiles physiquement, et malgré ça, il a jamais cassé, tu vois. Si c'est cette saison-là que par un coup de pas de bol terrible, il se fait une grosse blessure, là, pour le coup, ce serait vraiment d'une tristesse absolue. Ouais, puis ça fait 2 étés qui fait les rendez-vous internationaux, là. Ouais. Ça me rassure pas. Les 2 trucs que je vais regarder le plus côté Denver, ça va être est-ce que la présence de Cameron Johnson, de Tim Hardaway Jr., l'éclosion de Julian Strawther aussi sur le banc, est-ce que tout ça, et le fait que Bruce Brown est capable de planter des tirs à 3 points contrairement à Westbrook, est-ce que tout ça va permettre à Denver de ne pas être bon dernier en termes de ratio de tentatives à 3 points? Il le faut. Ça fait 2 ans consécutifs qu'ils le sont. Donc j'aimerais bien qu'ils ne se terminent pas 30e de la Ligue cette saison. L'an dernier, ils ont également terminé dernier en termes de pénétration, toutes les 100 possessions selon Second Spectrum. Donc j'ai hâte de voir si le fait d'être un peu plus probant à 3 points ouvre des lignes d'attaque en pénétration. C'était bizarrement une équipe qui était extrêmement forte en contre-attaque, notamment grâce à Christian Brown. Voilà. Aaron Gordon est capable de jouer en pénétration, Jamal Murray est capable de jouer en pénétration, même si à chaque fois ça me fait peur. J'ai hâte de voir comment ce nouvel effectif va changer un petit peu la donne sur des statistiques qui depuis 2 ans sont un problème. Quand tu es fan des Nuggets, tu vois ces chiffres-là et tu te dis merde, c'est chiant, ça se passe pas comme j'ai envie que ça se passe, quoi. Moi, j'ai hâte de voir à combien de passes décisives de moyenne par match va tourner Jokic. La passe qu'il a fait à Cam Johnson là contre Toronto en pré-saison, non mais sans déconner, mais... Non, mais parce que la saison dernière, pour la première fois de sa carrière, il a dépassé les 10 passes par match. Ouais. Là, avec ces joueurs-là autour de lui, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ah non, mais de toute façon, ils ouvrent contre qui, eux? Ils ouvrent contre les Warriors le 23 octobre.
Donc tu peux être sûr que je vais mater ce match au moins 2 Plusieurs fois. fois. Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Je ne m'en cache pas. On termine le podcast sur le Thunder d'OKC. Selon le récent sondage que tu cites depuis tout à l'heure, c'est eux les premiers. Ils sont Tu considérés comme le m'étonnes. favori à 80%. Impossible pour moi de les contredire. Cette équipe du Thunder ressemble fortement au début de la dynastie des Warriors, avec une équipe jeune et soudée derrière une superstar incontestée qui, après avoir remporté le titre NBA avec le plein de confiance que cela procure individuellement chez chacun des joueurs, s'apprête à marcher sur la ligue dans sa quête d'un back-to-back. Personne ne peut arrêter Shai Gilgeous-Alexander. Chet Holmgren et Jalen Williams continuent d'évoluer dans leur jeu et sont parfaitement complémentaires de celui pratiqué par le MVP en titre. Marc Degnaud n'a pas son pareil pour maintenir son équipe concentrée et unie tout au long de ce marathon qu'est une saison en 82 matchs. L'effectif est quasiment parfait, jeune, en pleine progression. L'équilibre attaque-défense est une œuvre d'art. Le pire ennemi du Thunder, c'est probablement eux-mêmes et les blessures. Pat Riley avait écrit dans un livre La maladie du moi qui menaçait les équipes qui connaissaient un succès rapide, The Disease of Me, avec notamment le risque de voir certains joueurs se sentir mal appréciés ou de se dire qu'ils sont capables de mieux faire que ce qu'on leur en donne l'occasion, de voir des rivalités se créer au sein de l'effectif ou encore des ressentiments entre les joueurs. Je ne veux présager de rien, mais je serais très étonné de voir cette équipe souffrir des ambitions personnelles des uns ou des autres. La question pour moi est plutôt de savoir s'ils peuvent battre le record des 73 victoires sur une saison établi par les Warriors après leur titre de 2015. Très sincèrement, j'en suis là avec OKC. C'est marrant parce que c'est à peu près au mot près la conclusion que j'avais à peu près notée. Ah bon? C'est ce record de victoire. Écoute, cette équipe, c'est de manière très claire les principaux favoris. Enfin, je veux dire, on parle du boulot qu'ont fait les différentes équipes pendant l'intersaison. Bon, bah, eux, ils ont perdu personne. Ils ont fait un plutôt bon boulot sur les prolongations. En théorie, on devrait avoir l'intégration de Nikola Topic dans la rotation, qui, même s'il va rater le début de saison, moi, c'est un mec qui m'intrigue beaucoup et que j'ai hâte de voir sur le parquet. Ils réunissent absolument tous les éléments d'une équipe championne en fin de saison, un collectif convaincant avec une belle rotation, une superstar injouable, une défense de fer, un coach qui a prouvé qu'il était capable de s'adapter en play-off. Bref, tu l'as dit, aux yeux des general managers, ils sont les très clairs favoris, ce qui n'empêche pas que c'est qu'un chiffre de début de saison, et encore une fois, la saison dernière, Boston était vu encore plus favori qu'eux. Mais en fait, moi, ce qui me rend dingue avec cette équipe, c'est que, en fait, ils peuvent ne rien changer pendant des années. Ils ont une telle marge de progression en interne que c'est délirant. En fait, quand tu prends leur saison 2024-2025, tu te rends compte que sur les 10 plus gros temps de jeu moyens, il y a 5 mecs qui ont 25 ans au moins. Genre, oui, et il gagne 68 matchs, mais alors oui. que Isaiah Hartenstein et surtout Holmgren ratent quand même un nombre non négligeable de matchs. Et c'est ça. C'est complètement fou. T'as parlé des progrès attendus de Jalen Williams et Chet Holmgren qui ont 24 et 23 ans. On peut aussi parler des progrès de mecs comme Cason Wallace qui a 22 ans, Jalen Williams qui en a 23. Enfin, tous ces mecs-là, ils vont apporter plus, ils vont être plus mûrs dans le jeu, ils ont appris de cette campagne de playoff. Enfin bref, en fait, cette équipe n'a pas besoin de recruter pour avoir une courbe de progression, et ça, c'est absolument hallucinant. Donc ouais, la question, en fait, c'est quel choix est-ce qu'ils vont faire, en fait? Est-ce qu'on est face à un groupe qui est déterminé à aller marquer l'histoire et qui va vouloir jouer toute la saison régulière à 200% pour marquer son territoire et éventuellement aller peut-être pas chercher les 73 victoires des Warriors de 2016, mais en tout cas en être proche, ou est-ce que, à contrario, on va avoir le scénario d'une équipe qui est obnubilée par le fait de conserver son titre et qui utilise largement sa rotation pour arriver en play-off, préserver des soucis physiques, parce que mine de rien, le run de la saison dernière, il peut aussi avoir laissé des traces. On sait qu'un mec comme Jalen Williams, par exemple, était blessé pendant les play-offs et qu'il a carburé aux infiltrations. Bref, la question pour moi, c'est ça, c'est est-ce que tu vois, pour maintenir le même
niveau et la même intensité défensive que la saison dernière, est-ce que tu risques pas de te cramer un peu? Est-ce qu'ils sont capables d'enchaîner 2 saisons à 200%? Parce que la saison dernière, ils étaient à 200% du début à la fin. Est-ce qu'ils sont capables d'enchaîner 2 saisons comme ça? C'est un peu la question pour moi. Ça va être aussi à Marc Daigneault de faire ses choix. Au passage, Marc Daigneault, pour revenir sur le sondage de la NBA, là, on sent bien qu'il a marqué les esprits, parce que dorénavant, il apparaît à la 2e place des meilleurs coachs derrière Spoelstra, 4e meilleur coach offensif derrière Carlisle, Atkinson et Finch, et meilleur coach défensif devant Ime Udoka et Spoelstra. Ça en dit très long sur à quel point il a marqué les esprits la saison dernière. Et moi, je vais aussi beaucoup regarder les choix qu'il fait, parce que si cette équipe, elle veut créer une dynastie, eh ben, elle a besoin de préserver ses joueurs. En fait, c'est aussi ça le plus important dans l'optique d'une dynastie. La profondeur de banc du Thunder est folle. Et la cohésion collective qu'ils ont, moi, c'est ça qui m'impressionne le plus, en fait. C'est comment la franchise, dans son ensemble, du front office au coaching, aux joueurs sur le terrain, comment tout est aligné. L'alignement de tout ça est absolument magistral. Et admettons que dans 2 mois, il y a un problème majeur qui se crée. Il y a un joueur, je sais pas, il y a un truc, il y a un problème, il y a un joueur qui se blesse, il y a, je sais pas, un problème. Et Sam Presti, il a le sac, il a la hotte du Père Noël à portée de main, avec des pics de draft en veux-tu, en voilà, qui font baver 98% des équipes de la NBA, et il peut faire ce qu'il veut, le gars. Il peut faire littéralement ce qu'il veut. Oui, mais n'empêche que si t'as Shai Gilgeous-Alexander qui se pète pour 3 mois, oui, t'as beau avoir tous les pics de draft que tu veux, mon gars. Je te parle pas de Shai Gilgeous-Alexander pour le coup, mais bien évidemment, Shai Gilgeous-Alexander, c'est comme si tu me dis Jokic est blessé, il y a rien que tu puisses faire. Bien évidemment. Je te parle d'un point de vue satellite, tu vois, sur un joueur un peu relou, style Caruso ou des joueurs clés comme ça, des joueurs qui sont absolument primordiaux dans ce que tu fais. En fait, le problème d'une blessure d'un mec comme Caruso, c'est que t'as beau avoir tous les assets que tu veux, trouver le bon profil pour le remplacer, un profil similaire, par exemple, c'est pas si facile, tu vois. Oui, mais là où d'autres équipes pourraient difficilement faire quoi que ce soit, oui, c'est clair. Eux ont totalement les moyens d'essayer au moins de trouver une solution qui soit pertinente. C'est possible, c'est une possibilité. Ce que j'essayais de dire par là, c'est je ne souhaite ni la blessure de Shai Gilgeous-Alexander, ni de Caruso, ni de qui que ce soit. Ce que je voulais dire par là, c'est que j'ai rarement vu une équipe qui n'a quasiment aucun point faible. Je suis d'accord. Non, mais que ça soit sa superstar, l'âge moyen de son effectif. L'équipe était la plus jeune l'an dernier de la NBA. Hein. Ou c'était les Spurs, enfin bref. Ils étaient dans les 2-3 plus jeunes, voilà. C'est clair et net. Le coaching, tout, la défense. Il y a pas un seul endroit où tu regardes où c'est pas complètement fou. Quoi. Non, mais Sam Presti est un génie absolu. L'équipe qu'il a créée là, enfin ce qu'il a monté comme effectif global, coaching staff inclus, etc., c'est absolument extraordinaire. Je pense que les gens se rendent pas bien compte à quel point c'est un boulot d'orfèvre. Quoi. Ah ouais, non mais c'est c'est exactement le mot, Charlie. C'est un boulot d'orfèvre. C'est impressionnant. J'ai pas grand chose d'autre à dire concernant OKC. J'ai juste hâte de les voir jouer et que la saison avance et puis on verra bien ce que ça donnera, quoi. Bah c'est clair, ouais. Et effectivement, aujourd'hui, je pense que si tu demandes à 100 observateurs de la ligue de pronostiquer une finale de conférence Ouest, je pense que t'en as peut-être 99 qui vont te dire OK ici contre Denver. Ouais. Ouais, complètement, ouais. Eux, ils jouent quoi? Ils jouent les Rockets le 21 octobre. Ça va être sympa comme ouverture. Oui, c'est clair que c'est sympa. Ça va être très, très cool comme ouverture de saison pour OKC. Surtout que Houston, là, la pré-saison, elle était cool. Amen Thompson, la vache. Thompson, il déçoit pas. Hein. Ah non. Il déçoit pas le garçon. non. Dès que tu le vois sur Internet, t'es là, ah ouais, j'avais presque oublié à quel point c'était du grand n'importe quoi. Ça va être top, ça va être très très top. Charlie, merci beaucoup. Bah écoute, avec plaisir. Hein. Ouais, on se retrouve la semaine prochaine pour le mailbag. Les auditeurs, le mailbag, n'oubliez pas d'envoyer vos mails. NBA Corner
pod@gmail.com. Envoyez vos questions. Sinon, on va faire un podcast de 20 minutes. Hein. Tant pis. Il n'y a pas de problème. Charlie et moi, on n'est pas contre. Hein. Au pire, moi, je te poserai quelques questions. Pourquoi est-ce que t'es hater de LeBron, des trucs comme ça. Quoi. Depuis quand tu détestes LeBron? C'est ça. Pourquoi t'as envie que LeBron arrête tout de suite? Non, mais y a pas... Ouais, ce serait pas mal ça, Charlie. En fait, on devrait peut-être faire ça plutôt. Et puis voilà. Et puis la semaine prochaine, on aura également quelques annonces concernant la saison à venir pour le podcast. Des petites modifications et des petites choses, des petits trucs, des petits trucs sympas à vous annoncer. Voilà, rien de transcendant ni de révolutionnaire, ne vous inquiétez pas. Mais on aura l'occasion de vous présenter ça la semaine prochaine. Voilà, donc d'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée, un excellent week-end. À ciao, bye bye.